Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On est avec Joseph Facal. Tu sais que Joseph, je me suis fait engueuler à cause de toi. Oh, bon. Là, je te demande pardon d'avance. Non, on m'a dit ça. Tu sais, on a discuté ensemble et tu avais dit Denis Coderre, il est fini, Fifi et Nini, il est terminé là, à cause de ses ennuis, là, ses ennuis supplémentaires. Donc, moi, tu sais, je mets tout le temps les segments, chaque segment de mon émission, je les mets sur ma page Facebook. Et là, j'ai pris le segment Joseph Facal. Et là, j'ai dit, Joseph Facal dit dans sa chronique, j'ouvre les guillemets, Denis Coderre est fini. Fifi et Nini. Alors, Benoît Dutrisac reçoit Denis Coderre la semaine passée. Et Denis Coderre me voit en régie. Et là, il sort du studio, il rouvre la porte de la régie, puis il commence à m'engueuler. Je suis pas fini, OK? Je suis pas. Il a pas compris, c'est toi qui disais ça. Moi aussi, quelque part, j'étais d'accord avec toi. Mais je suis pas fini, c'est pas vrai. Alors, je t'envoie le message de Denis Coderre. C'est pas vrai qu'il est fini. Il va rebondir. Bon. Et là, la foi. En tout cas, il croit à son avenir. Bon. Écoute, je ne veux pas divulgacher, mais si je peux mettre un petit baume amusant sur tes déboires avec Denis Coderre à cause de moi, et je m'en excuse, je t'ai envoyé il y a quelques minutes, et je ne veux pas divulgacher, je t'ai envoyé il y a quelques minutes par courriel une vidéo YouTube. Là, évidemment, je fais languir nos auditeurs, je leur dis pas ce que c'est, mais regarde ça, et mon petit doigt me dit que tu vas avoir envie qu'on en jase demain ou après-demain. Ça concerne la ville de Montréal. Je t'en dis pas plus. Écoute ça, et tu vas voir. Tu vas voir, c'est aussi bon que les grandes années de Saturday Night Live. OK, je vais regarder ça. Demain, on s'en reparle. Tu regarderas ça. Check tes courriels, je t'ai envoyé ça. Tu dis Denis Coderre est fini. Est-ce que Justin est fini? Écoute, je me commets. Je me commets parce que c'est toi, puis bon, je pense que oui, il est fini. Je pense qu'il va boire le calice jusqu'à la lie et que fort probablement les libéraux ne voudront pas sacrifier un chef tout nouveau, tout beau en fin de mandat. Ils vont probablement changer de chef après les élections. Je vois assez mal, Richard, je vois assez mal comment les libéraux pourraient remonter un retard de 15 à 20 points. Les élections fédérales devraient avoir lieu au plus tard en octobre 2025. Ça laisse un an à peine. Ça risque de venir un peu plus tôt parce qu'évidemment, maintenant que les domestiques du Parti libéral, donc les députés NPD, comme dans Downton Abbey, les domestiques ont fait leur valise et sont partis très fâchés en claquant la porte. Maintenant, c'est un gouvernement techniquement minoritaire. Si les conservateurs multiplient les votes de confiance, bon, le gouvernement pourrait tomber, on pourrait se retrouver en élection plus tôt qu'on le pense, et je vois assez mal comment Justin Trudeau pourrait remonter la pente. Tu me ressortiras l'extrait dans quelques mois ou dans quelques années, et j'aurai l'air fou si le contraire se produit, mais j'assume. Et je vais te dire pourquoi. Et dans ma réponse, il y a un aveu. Richard, je fais partie de ces nombreuses personnes qui avaient mal jugé Justin Trudeau quand il est devenu premier ministre en 2015. Tu pourras sans aucun doute retrouver des textes où je me moquais gentiment de lui en disant « il est vide, c'est un moniteur de camp de vacances, etc. » Je me rappelle même une journaliste australienne qui disait « au plan intellectuel, il a la profondeur d'une flaque d'eau. » Eh bien, je me suis trompé. Justin Trudeau n'est pas vide. Justin Trudeau est un idéologue. Un idéologue radical et doctrinaire qui a une idée très claire du genre de Canada qu'il voulait. Et dans le désaveu aujourd'hui à l'endroit du Parti libéral, il y a bien sûr le personnage de Justin Trudeau qui agace, les costumes, ce sourire niais, cette allure d'adolescent dans un corps d'adulte. Mais je crois aussi
que c'est sa vision du Canada Mhm. qui est rejetée par beaucoup de gens, cet immigrationnisme délirant, ce culte des minorités. Et Pierre Poilievre, personne ne le connaît. Mais Pierre Poilievre est fort parce qu'il est tout simplement l'anti-Trudeau Mais- et parce que pour certaines personnes, il incarne simplement un certain retour au bon sens. OK, ceux qui appuyaient Justin Trudeau, on s'entend que c'est la gauche. Ouais. Bon, c'est la gauche qui appuyait Trudeau. Alors, tu es en train de me dire, même chez la gauche, ou une certaine partie de la gauche, on commence à se dire, c'est bien beau l'immigration, mais à un moment donné, là, trop, c'est comme pas assez. Même Absolument. eux commencent à allumer, là. Absolument. Si tu regardes, d'abord, il y a une illusion d'optique. Beaucoup de gens s'imaginent que les résistances envers l'immigration massive sont un phénomène purement québécois et que dans le reste du Canada anglais, ils triplent là, sur des centaines de milliers d'étrangers qui arrivent. C'est pas vrai. Regarde attentivement les chiffres. Le sentiment pas anti-immigration, anti-immigration excessive. La notion qu'il y a quelque chose qui s'appelle trop, qu'une capacité d'accueil, ça peut comme une baignoire déborder. Ce sentiment aussi, il monte au Canada anglais, même à Toronto, même à Calgary, même à Vancouver. Il voit l'impact sur les écoles, les hôpitaux, le logement. Donc, oui, même la gauche progressiste et multiculturaliste commence à sortir de son rêve éveillé. Maintenant, évidemment, cette gauche canadienne, quelle option a-t-elle? Est-ce qu'elle va se pincer le nez et voter malgré tout pour les libéraux? Ben là, écoute, les derniers échos sont qu'avec l'arrivée d'un Mark Carney comme conseiller, etc., le Parti libéral voudrait se recentrer. Est-ce que cette gauche va finalement aller vers le NPD? Écoute, ils sont à 16%. Alors, c'est sûr que cette gauche, elle a pas un choix très appétissant devant elle. Mais pour répondre à ta question, oui, même elle commence à en avoir soupé de Justin Trudeau. Est-ce que tu penses que Trudeau pourrait dire, écoutez, maintenant que le NPD s'est sabordé lui-même finalement, qui s'est tiré dans le pied, qui est devenu un parti quasiment pas présent là, et pas important, si vous voulez un rempart contre Poilievre, ben c'est moi. C'est le clair. Parti libéral. Mais il a déjà commencé. Il va plus ou moins subtilement dire que Poilievre, c'est une espèce de mini-Trump et que les méchants vents américains ne devraient pas traverser les frontières et qu'ici, il faut rester un pays généreux, accueillant, patati patata, et se méfier de la vague populiste et patati patata. Le discours de Trudeau est écrit d'avance. Mais tu sais comme moi, Richard, qu'en politique, quand les gens t'ont assez entendu, quand les gens sont écœurés de toi, le meilleur message du monde ne passe pas. C'est comme si, quelque part, tu mettais une belle musique, mais oups, les gens ont changé de poste. Ils t'écoutent même plus. Et je crois que Justin Trudeau est un peu rendu là. Il commencerait à sonner churchillien, rooseveltien. Il dirait des choses sensées. Il commencerait à avoir le raffinement d'un Barack Obama. Tout ce que tu veux. Les gens ne l'écoutent plus. Ils sont juste tannés. Bon, écoute, évidemment, ça va nous valoir. Tu écris ça dans ta dernière chronique, Ouais. justement, et à la fin, tu relis ça, le ras-le-bol, pas seulement à Justin Trudeau, comme tu dis, là, mais à sa vision du Canada, Exactement. très multiculturaliste, très immigration massive, on ouvre les frontières, etc. Et là, tu dis, tu relis ça aussi aux entreprises qui de plus en plus délaissent les programmes équité, inclusion, diversité. Donc, est-ce que le vent tourne vraiment? C'est clair là? que le vent tourne. C'est clair que le vent tourne. Il y a deux mots qui, plus que tout autre, symbolisent l'idéologie Justin Trudeau. Immigration et minorité. Évidemment,
c'est lié. Et je crois effectivement que ces entreprises privées qui se disent wow, nous on n'est pas là pour supposément redresser les injustices du monde et on va embaucher et promouvoir sur la base du mérite, sur la base de la compétence et pas sur la base de la couleur de peau. Je crois que ce retour au bon sens est effectivement en lien avec le fait que non, la diversité, c'est pas uniformément bon. Et tu vois, et encore écoute, une fois... sur les entreprises qui ont laissé tomber, là, EDI, Air France, Danone, Pernod Ricard, Michelin, Orange, Budweiser, Jack Daniels, tu avais écrit là-dessus, Disney et Molson aussi, une entreprise de Montréal qui ont dit on arrête. Et Harley Davidson, il y en a d'autres. Effectivement, tu vois, le vent tourne. Je concède que je ne pensais pas que le vent tournerait si vite. Et là, évidemment, je peux pas m'empêcher de te faire une triste prédiction. Le vent tourne, je m'en réjouis, mais le dernier bastion de résistance, ce seront les universités. Et ça, évidemment, ça me brise le cœur parce que, comme je t'ai souvent dit, les universités sont quelque part un peu le laboratoire de l'avenir et voir toute une génération de jeunes à qui on rentre dans la tête ces niaiseries-là, ben, je trouve que c'est malheureux. Enfin. Et dans la presse, il y avait un texte qui parlait justement des entreprises qui laissent tomber l'EDI et là, on disait le vent du mouvement anti-inclusion souffle sur le Canada, comme si, parce que tu étais contre les programmes EDI, tu étais contre l'inclusion. Tu étais contre l'inclusion des gens, des minorités. Absolument pas. Tu es contre cette façon de faire-là. Voilà. Tu es contre ces programmes-là, mais tu n'es pas contre l'inclusion. Mais la presse essaie de nous entrer dans la gorge. Ah, tu es contre les EDI, donc tu es contre l'inclusion. Et Richard, tu connais toi-même, t'en reçois toi-même à ton émission des gens issus de ce qu'on appelle les minorités visibles ou racisées ou maudit que j'haïs ces étiquettes-là et qui sont les premiers à te dire « Je ne me reconnais pas dans ce discours victimaire et larmoyant, j'ai des compétences, on peut-tu me juger sur mes compétences? » Enfin, hey, est-ce que tu me permets de faire un petit coq à l'âne? Un petit. Bon, sans te faire engueuler encore une fois par le régisseur de ton chronomètre, là. Alors, je me prépare, popcorn inclus, pour le débat de demain soir entre Donald Trump et Kamala Harris. Et dans la foulée, je viens de terminer de lire le fameux livre de J.D. Vance qui l'a propulsé, qui s'appelle Hillbilly Elegy. Moi, Richard, j'ai vu le film de Ron Howard. Oui. Ron Howard a fait un film avec Glenn Close. Le film était fantastique. Admirable. J'ai sorti ce film-là en disant « Wow, quel homme quand même, ce gars-là, de se sortir d'un milieu épouvantable. » Bon, évidemment, à la fin du film, on ne dit pas que le gars va devenir ce qu'il est devenu. Mais le livre est très bon. Le livre est écrit avec cœur, avec sensibilité. C'est aussi quelque part un livre courageux parce que il dit « J'adore ma famille, j'adore mes voisins, ce sera toujours chez moi. » Mais on peut-tu s'entendre que leur vie est une suite de mauvaises décisions, une après l'autre, et pour eux, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est toujours la faute du gouvernement qui en fait pas assez, patati patata, et ils ont, dit-il, un problème de agency, c'est-à-dire assumer la responsabilité de tes propres choix. Mais tout ça est dit avec une tendresse, une finesse. Ça s'appelle Hillbilly Elegy. Hillbilly pour désigner donc cette classe ouvrière blanche lourdement frappée par la désindustrialisation. Lui, il est né dans les montagnes du Kentucky. Il est parti vers l'Ohio. Et évidemment, il raconte sans maquillage, sans phare, l'histoire de sa famille, qui est une histoire d'alcoolisme, de toxicomanie, de violence conjugale, et à travers tout ça, le rock
de la famille, c'est sa grand-mère. Il a été littéralement élevé par sa grand-mère, qui est une femme absolument sans aucune éducation formelle, mais avec des valeurs, le véritable rock qui lui a toujours dit, moi je crois en toi, JD, va donc faire des études et sors-toi de ce milieu de M, 3 petits points. C'est un livre formidable. Lis ça, Richard. En fait, je vais te le passer quand on se verra. C'est vraiment très, très bon. Ça me fait penser à l'histoire d'Édouard Louis en France aussi, qui vient d'un milieu épouvantable et que finalement, moi, les transclasses, les gens qui ont changé de classe sociale, ça me fascine. On pourrait s'en parler un jour. Merci, Joseph. Au plaisir. Salut. Bye.